Bienvenue à toutes et à tous à cette quatrième édition de Babelika qui a commencé aujourd'hui, ce matin, et qui se déroule jusqu'à demain dans le cadre de la Journée internationale de la biodiversité. Babelika, c'est un événement qui est organisé par l'Association internationale de l'édition indépendante, qui propose toutes les années des cartes blanches à des professionnels du livre, à des initiatives, à des collectifs. Et c'est comme ça que nous avons été contactés pour l'organisation de cette carte blanche autour du projet Déborder, Déborder. Et merci beaucoup à Laurence et à Camille pour l'invitation et de nous offrir cet espace d'échange et de présentation. Un espace d'échange qu'on entend aussi ouvrir à toutes les personnes qui ont rejoint ou vont rejoindre le chat. Donc, n'hésitez pas à intervenir pendant qu'on parle ou à manifester votre désir de poser des questions, de réagir. C'est vraiment bien si c'est un espace de discussion ouvert comme ça. Euh, donc, on est ici pour vous parler d'un projet, le projet Déborder Bolloré, qui est un projet multiformat, vous allez voir, qui prend la forme notamment d'un livre. Et pour vous parler de ce livre, on est trois intervenants, trois co-éditeurs, puisque la particularité de ce projet est d'être une coédition assez ambitieuse, puisqu'elle réunit 130 co-éditeurs indépendants. Et donc, moi, je suis une des co-éditrices, Zoé Monti, éditrice aux éditions Les Prouesses, une maison d'édition indépendante qui publie du matrimoine littéraire. Et également, pour en parler, Théo Pal, qui est lui aussi co-éditeur de l'ouvrage, coordinateur même du projet et qui travaille aux éditions Burnout. Il aura l'occasion d'en reparler. Et Arnaud Froissart, qui est également coéditeur aux éditions La Grange Batelière, qui est libraire et qui a participé à l'ouvrage. Et c'est en cette qualité-là qu'il interviendra particulièrement en tant que contributeur euh, avec une très belle contribution intitulée L'odeur de l'encre, l'imprimerie, mirage des techniques, réalité des concentrations. On va, on va donc commencer cette intervention. Je vais commencer cette intervention parce que le projet donc s'intitule Déborder Bolloré, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et et d'expliquer en quoi éditorialement ce projet il est assez novateur, il est intéressant, il est très particulier et quelles étaient les visées du projet, on voulait commencer par le commencement, c'est-à-dire Bolloré, c'est-à-dire qu'est-ce que Bolloré et pour pouvoir vous expliquer pourquoi on souhaite le déborder. Et pour comprendre ce qu'est Bolloré et son empire, il convient de s'intéresser à un phénomène particulier dans le monde de l'édition, qui est celui de la concentration éditoriale. C'est-à-dire de grands groupes aux mains de riches patrons, possèdent de nombreuses maisons d'édition et organes de presse. C'est pas un phénomène qui est ancien en France, puisque dans le domaine de l'édition, encore une fois, c'est un phénomène qui se met en place à peu près au moment où Louis Hachette commence son activité d'éditeur et va lui-même commencer à développer son empire, c'est-à-dire dès le début du 19e siècle, aux alentours de 1830. Mais ce qui est nouveau dans, dans ce phénomène de concentration aujourd'hui, et particulièrement avec le cas de Vincent Bolloré, c'est la rupture que cet homme a amené avec la tradition de neutralité entre le patronat et le politique. Vincent Bolloré, qui est donc un milliardaire,
assume à travers la constitution de son empire, les achats, les rachats, les reventes des différentes sociétés qu'il dirige, il assure vouloir mener un combat civilisationnel. C'est-à-dire, il veut imposer des idées, ses idées, des idées que euh, d'autres, nous, moi, je considère racistes, sexistes, transphobes sur la scène politique pour faire élire le parti qui saura mener la contre-révolution réactionnaire qu'il désire. Et ça s'est particulièrement vu l'année dernière au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale et de l'organisation des législatives où il y avait un véritable, et notamment à travers tout son empire médiatique, où il y avait une véritable prise de position politique en faveur de ces idées. C'est c'est un peu ce que fait dans euh, un autre milliardaire en France qui s'appelle Pierre-Emmanuel Sterrin qui lui a fait sa fortune en gérant enfin, en développant l'entreprise de Smartbox, des petits week-ends organisés en voiture. Lui, j'en parle, il est un peu moins directement associé à l'édition, mais il est très clair dans cette ligne. Il a initié un projet qui s'appelle Périclès, qui est un acronyme dont les lettres signifient patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes. Donc voilà, tout un programme. Et un programme qu'il a vraiment détaillé de manière très claire pour, étape par étape, faire gagner l'extrême droite aux prochaines élections présidentielles. Donc lui, il le dit, il l'affirme, il met 150 millions d'euros sur la table en faveur de cette victoire prochaine aux élections. Donc c'est moins directement l'édition qui l'intéresse que qu'une bataille culturelle qu'il entend mener. Et c'est en cela qu'il rejoint Vincent Bolloré. Et je voulais juste faire ce parallèle-là. Et lui, il commence à s'intéresser aux médias. Et dans le domaine du livre, il s'intéresse beaucoup aux librairies. Voilà, à faire en sorte que dans des lieux peut-être plus éloignés ou des zones culturelles désertées, ils puissent venir implanter des lieux de culture pour y diffuser ces idées. Alors, pour en revenir à la concentration éditoriale, en France, on a en gros quatre grands groupes qui possèdent 70% du chiffre d'affaires du secteur de l'édition. Ces quatre grands groupes, ce sont Hachette, Editis, Média Participation et Madrigal. Hachette, donc, est détenu par Vincent Bolloré. Hachette, c'est près de 200 maisons d'édition. Euh, Ça représente à peu près 15 000 nouveaux titres par an publiés. C'est des maisons d'édition comme Fayard, Stock, Grasset. C'est un gros monopole sur les manuels scolaires. Et c'est un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros à peu près. En 2023, c'était ça. C'est énorme. Editis, le second groupe, qu'au départ, Vincent Bolloré avait acquis et puis qu'il a revendu pour pouvoir investir dans Hachette, est détenu par Daniel Kretinsky. C'est des maisons d'édition comme La Découverte, Plomb, Robert Laffont. Et c'est un chiffre d'affaires de 751 millions d'euros. Donc on voit quand même déjà que par rapport à Hachette, l'échelle n'a rien à voir. C'est petit, Editis, par rapport à ce qu'est Hachette. Média Participation appartient à un autre homme qui s'appelle Vincent Montagne. Ce sont des maisons d'édition comme Le Seuil, Dargaud, La Martinière, et ça représente un CA d'environ 702 millions d'euros. Et enfin, le dernier, Madrigal, le nom vous sera sans doute plus familier, c'est Antoine Gallimard qui en est à la tête et qui regroupe des maisons d'édition comme Gallimard, Flammarion, POL, les éditions de Minuit, pour un chiffre d'affaires de 612 millions d'euros.
Donc voilà, ces quatre plus grands groupes possèdent, représentent, produisent 70% du chiffre d'affaires du secteur de l'édition. Les 10 plus grands groupes, c'est 87% à peu près. Ce qui fait que les 13% restants de ce qui est produit, on va dire, dans le domaine du livre, c'est tous les autres, tout le reste. Des plus petits groupes aussi et environ 4000 maisons d'édition indépendantes en France, hein, toujours. Parmi les éditeurs indépendants aussi, c'est intéressant d'insister sur le fait que c'est des profils et c'est des structures de taille très, très différentes. Euh, on, on- on a en éditeur indépendant Actes Sud qui a un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros, par exemple, et une association qui, qui n'a pas de salariés, dont toutes les personnes travaillent bénévolement et qui réalise quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi intéressant de voir que la réalité de l'éditeur, de l'édition indépendante, elle est ultra variée et riche. Euh, voilà, donc Vincent Bolloré, euh, il s'est pas tout de suite et toujours intéressé à l'édition. C'est même en fait assez récemment qu'il s'est intéressé à l'édition et qu'il a racheté Hachette en 2023 et qu'il en a pris la tête en 2023. Euh, et quand il achète, c'est un empire déjà. Et ça, c'est aussi important enfin, de le comprendre, intéressant de voir comment on est vraiment dans des logiques aussi de gros entrepreneurs et de gros milliardaires qui, voilà, Vincent Bolloré a déjà lui-même un gros empire, un gros amas d'entreprises, et en fait, il va s'adjoindre encore une méga puissance, et on va voir comment, en fait, ce qu'il développe est vraiment tentaculaire. Donc, quand il achète, donc, cette entreprise a 200 ans comme je le disais tout à l'heure. Et depuis la fin du 19e siècle, quand Louis Hachette, le fondateur, décède, Hachette est déjà la plus grosse entreprise d'édition en France. Elle possède déjà le monopole sur les manuels scolaires à l'époque. Et par exemple, c'est Louis Hachette, le fondateur, qui est à l'origine de l'ouverture de ce qu'on connaît aujourd'hui sous les relais dans les gares. C'est lui qui ouvre au milieu du 19e siècle des kiosques dans les gares pour diffuser les livres qu'il produit. Et puis après, qui va petit à petit l'ouvrir à d'autres éditeurs, tout en se faisant une marge sur les livres qu'il va vendre comme ça, pour contrôler la diffusion et engranger de l'argent dessus. Donc c'est une logique que finalement Bolloré ne fait que reprendre et poursuivre et agrandir avec des moyens de plus en plus colossaux. Donc comme je le disais, Hachette, c'est 200 maisons d'édition environ et 15 000 nouveautés par an. C'est le premier distributeur de livres en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux USA, en Australie. C'est un empire médiatique colossal en France, avec la chaîne CNews, qui est contrôlée, Paris Match, le journal du dimanche, Europe 1. En ce moment même, les salariés du journal Parisien sont en train de faire grève parce qu'il y a des menaces, des rumeurs de rachat du Parisien qui appartient à Bernard Arnault, première fortune de France. Et que Bolloré voudrait peut-être acheter. C'est des rumeurs qui ne sont pas confirmées, mais les salariés sont en train de se mobiliser et de faire grève en ce moment autour de ça. Donc c'est aussi un empire tentaculaire qui ne cesse de se développer et de croître et d'aller dans toutes les directions possibles. Et donc, je le disais, l'édition, ça n'a pas du tout toujours été quelque chose. Enfin, le premier cheval de bataille de Bolloré, euh, mais ça l'est devenu véritablement à partir de 2014.
quand il a structuré sa société Vivendi et où il a vraiment commencé à affirmer et à dire qu'en fait, il travaillait à la construction d'un empire, un groupe européen d'envergure mondiale dans trois secteurs, les contenus, la production de contenus culturels, le contrôle, la production des médias et de la communication. Euh, et c'est intéressant enfin, c'est intéressant et vertigineux de voir comment il, euh, il a créé, en fait, depuis 30 ans, il a mis en place depuis 30 ans sur pied cette, cet empire dans ce sens-là. En fait, dès 1991, quand il reprend l'entreprise familiale en Bretagne de papeterie qui fabrique du papier à cigarette OCB, euh, et qu'en parallèle, il développe des concessions portuaires en Afrique et investit dans des plantations de palmiers à huile en Afrique et en Asie. En fait, il va, dès le début des années 1990, mettre en place, commence à développer sa fortune et mettre en place une méthode très rigoureuse qu'il va appliquer à chaque fois, partout et dans tous les domaines pour acheter, racheter des filiales, des entreprises et se faire de l'argent. Sa méthode, elle est irrésistible et, et, elle se fait beaucoup à l'insu des personnes qui dirigent ces entreprises-là qui ne sont pas toujours contents euh, de le voir arriver au capital des sociétés. C'est qu'il achète des pourcentages du capital de société. Au début, quelques pourcentages seulement. Pour très vite devenir l'actionnaire majoritaire. Parfois, il suffit de posséder 5% des parts du capital d'une société pour en être majoritaire. Au-delà de 30% des parts, de l'achat de 30% des parts, enfin, Bolloré est soumis à la loi du marché et il doit passer par une procédure qui s'appelle l'OPA, l'offre publique d'achat, et donc souvent dévoiler un peu ses plans s'il veut devenir le premier actionnaire ou acquérir plus de parts. Cette technique, on va dire, elle est quitte ou double. Soit il arrive rapidement à obtenir 100% du capital ou le capital majoritaire et alors à devenir vice-président ou élu au conseil d'administration et donc à vraiment diriger, contrôler la société. Soit il échoue et il revend ses parts pour acheter autre chose. Et comme ça, il engrange des millions en faisant de la plus-value, en vendant ses parts. Et il a fait ça dans tous les domaines. Il a commencé avec la télé, avec Bouygues, parce qu'il briguait TF1. Ça n'a pas marché. Il s'est intéressé au cinéma, à Pathé, à Gaumont. Il s'est intéressé à des sites de diffusion de contenu en ligne comme Dailymotion, aux jeux vidéo avec Ubisoft. Il a acheté des parts à la Fnac. Par exemple, à titre d'exemple, il a acheté 15% des parts à la Fnac qu'il a revendu avec une plus-value de 108 millions d'euros. Voilà, c'est ce genre de plus-value qu'il se fait et qui lui permet de racheter d'autres parts et d'autres sociétés après. Là où il va développer, il va approfondir sa méthode, c'est qu'il va vraiment s'intéresser à contrôler tout l'écosystème de la chaîne de production dans sa chaîne contenu, médias, communication. Et c'est le plus flagrant en musique où au début des années 2000, il achète euh, le groupe Universal Music. En 2001, il achète l'Olympia et en 2015, la plateforme Digitic. Et là, on voit vraiment qu'il contrôle toute la chaîne de je produis, je crée des artistes, je fabrique des artistes, je produis leur musique. Je contrôle et je crée, je dirige l'endroit où ces artistes vont venir se produire et je contrôle la plateforme qui va faire l'interface entre le public et ces artistes pour vendre leurs prestations. Pour agrandir cet écosystème, il va s'intéresser bien sûr et investir dans des sociétés qui s'occupent de publicité et pour mieux pouvoir peut-être orienter, diriger l'opinion.
Il va s'intéresser notamment à des instituts d'études et de sondage marketing. Et le must pour asseoir sa position en tant qu'entreprise mondiale de médias et de divertissement, il va s'intéresser à la télé. Et c'est Canal+ qui va lui permettre véritablement d'asseoir cette omniprésence dans ce domaine-là. Canal+, qui aujourd'hui compte 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays, en Afrique, en Europe, en Asie. Euh, 17 000 salariés. Et là, il y a encore 2 jours, il vient de racheter un groupe sud-africain, MultiChoice, qui fait qu'il devient le leader de la télévision payante en Afrique, francophone, anglophone et lusophone. Euh, voilà. Mais en 2020, il commence à se dire, mais il y a un domaine que je ne contrôle pas ou que je ne maîtrise pas encore, c'est le livre, c'est l'édition. Enfin, déjà en 2019, il avait commencé à acheter des parts dans Editis. Il avait acheté, enfin, racheté les parts d'Editis. Mais en 2020, il se dit, mais Editis, c'est le second groupe. Moi, le premier groupe m'intéresse davantage. Et donc, il revend 10% des parts qu'il a dans Universal Music. Euh, il se fait une plus-value de 3,5 milliards d'euros, ce qui lui permet d'investir 10%, enfin, d'acheter 10% des parts de Hachette, qui à l'époque appartient à Lagardère fils. Simplement, comme il est déjà propriétaire de Editis, il y a quand même des institutions, notamment la commission d'enquête européenne, d'enquête parlementaire européenne, qui se réveillent en disant, quand même là, on aurait affaire à un sérieux problème de concurrence ou de non-concurrence, justement, si le même homme possédait les 2 plus grands groupes d'édition. Et en fait, sa tentative échoue que de devenir l'actionnaire majoritaire d'Hachette. Donc, il est contraint de revendre Editis à Daniel Kretinsky pour pouvoir, entre 2022 et 2023, prendre les rênes de Hachette. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu de Bolloré, de la constitution de son empire et de la réalité de la concentration éditoriale. Et c'est face à ce libéralisme autoritaire qui se présente donc sous la forme de grands groupes éditoriaux médiatiques en compétition les uns les autres que de notre point de vue d'éditeurs indépendants, d'éditrices indépendantes, il nous a semblé important de penser notre multiplicité et nos spécificités. Contre la concentration, il nous faut penser la dispersion, est devenu un peu le mot d'ordre du projet de déborder Bolloré, entendant la dispersion non pas comme un éparpillement, mais comme une multitude de solidarités depuis des points de vue situés. Si Bolloré mobilise seul des moyens logistiques et médiatiques colossaux pour sa guerre civilisationnelle, nous, on a voulu réfléchir et mobiliser l'ensemble de nos petits réseaux, petits mais bien vivants, réseaux d'éditeurs, d'éditrices, de diffuseurs, de libraires, de lieux alliés pour y résister, comme cette plateforme ce matin pour parler. Et c'est ainsi qu'est né le projet Déborder Bolloré. Et je laisse Théo vous le présenter. Merci Zoé. Bonjour à toutes et tous. Donc, oui, donc comme tu le rappelais, donc Déborder Bolloré, c'est un projet qui naît dans une séquence politique assez particulière. Il y a eu aussi quand même en juillet 2024 la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu as rappelé aussi Lise Boel, qui est éditrice d'extrême droite, nommée aux éditions Fayard? Enfin, il y a quand même pas mal d'éléments politiques qui ont enfin, qui nous ont fait quand même euh, nous poser des questions. Il y a aussi une saturation de l'espace médiatique par des idées d'extrême droite en France. Et du coup, voilà, donc nous, à plusieurs éditeurs, éditrices, on commence à dire bon, il faut peut-être qu'on
qu'on imagine des manières de faire face aux grands groupes éditoriaux, faire face à la concentration éditoriale, voilà. Et donc c'est vraiment à Offprint, qui est un salon, je sais pas si vous connaissez, un salon parisien qui a lieu à chaque année en novembre. C'est à Offprint que le projet naît entre plusieurs éditeurs et éditrices. Et après, on en reparle à un autre salon, les Fugueurs du livre à Liège, notamment avec Arnaud des éditions de la Grange Batelière. Et c'est vrai, en fait, les salons, c'est aussi des moments où bah, on rencontre du public, nos lecteurs et lectrices, mais c'est aussi un moment où les éditeurs et les éditrices se rencontrent, se parlent et imaginent des choses quand ils et elles ne vendent pas trop, faute de public, parce que ça peut arriver aussi dans les salons. Donc nous, à plusieurs, on commence à se dire, bon, comment on fait pour prendre part à la campagne des Armées Bolloré, prendre part vraiment depuis nos positions d'éditeurs et d'éditrices. Et bah, vous savez tout comme moi que l'édition, c'est des temporalités de production assez longues. C'est compliqué d'être toujours, c'est compliqué de coller à une certaine forme d'actualité. Et nous, on voulait vraiment pas arriver après la campagne des armées Bolloré. On voulait vraiment pas venir plutôt être dans la mémoire de ce mouvement. On voulait vraiment y prendre part de manière concrète. Donc en fait, il nous a fallu très très rapidement, parce qu'en fait, Offprint c'était en novembre, et en gros le calendrier de la campagne des armées Bolloré, enfin la première phase du calendrier de la campagne des armées Bolloré, c'était au printemps suivant. Donc en fait, ça faisait même pas un an pour imaginer tout un projet, imaginer une architecture de travail, imaginer un sommaire, enfin voilà. Du coup, il nous a fallu mettre en place une architecture de travail qui nous permettait d'être assez efficace pour que le livre paraisse. On avait prévu mai, mais finalement, il a paru en juin, avec seulement un mois de retard. Le projet, il naît aussi dans un contexte un peu particulier qui va plutôt être lié à l'édition, à une certaine scène de l'édition francophone où il y a un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices qui, de plus en plus, se mettent à travailler ensemble, se mettent de plus en plus à dépasser le cadre de leur propre structure pour s'engager dans quelque chose de plus collectif. Je pense notamment à la Pastèque, qui est un journal qui a été un journal pour prendre part à l'appel de Publisher for Palestine, qui est un appel international à ce que les professionnels du monde du livre euh, euh, prennent position contre le génocide en cours. Donc là où en fait il était question, donc dans la pastèque, un peu comme des bordées Bolloré, que les éditeurs et les éditrices se rassemblent, mutualisent leurs moyens, mutualisent leurs compétences pour produire ce journal. Bon, il y a eu deux numéros et nous c'est directement en fait on a calqué le système de la pastèque pour mettre en place des bordées Bolloré. Donc voilà, il y a un peu ce truc. Il y a aussi le bal de la Relure qui a eu lieu le 5 et 6 septembre dernier, qui était une sorte de réunion d'éditeurs et d'éditrices, du coup principalement de régions parisiennes. Mais voilà, il y a un peu un... Et j'ai l'impression que c'est aussi lié à des nouvelles générations d'éditeurs et d'éditrices qui arrivent et pour qui la question de l'éditeur ou de l'éditrice en tant qu'individu importe moins que la force collective qu'on peut générer en travaillant ensemble. Voilà un peu pour le contexte dans lequel naît le contexte un peu éditorial dans lequel naît Débordé Bolloré. Enfin, là, comme on est dans des choses assez pratiques, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, comme ça c'est plus enfin, c'est plus une discussion. Donc, on a eu différentes idées. À la base, on voulait peut-être faire un livre qui soit édité par chaque maison d'édition et charté par chaque maison d'édition de manière à ce que, voilà, pour vraiment jouer cette question de la multiplicité et de la dispersion. Bon, après, en parlant avec des libraires, on s'est dit que c'était pas une très bonne idée parce que du coup, les libraires allaient se retrouver avec 50 fois le même livre en rayon. Enfin, voilà, on a imaginé pas mal de choses comme ça. Finalement, l'idée qui nous paraissait
la plus pratique pour tout le monde, c'était de faire un livre coédité par le plus possible de maisons d'édition indépendantes avec un ISBN et un distributeur associé au livre. En fait, cette question de la coédition, elle était très importante parce que on voulait pas recréer un énième collectif, recréer une association ou recréer un syndicat. On voulait vraiment que ça soit un recueil, pardon, qui soit porté indépendamment par chaque structure. En fait, que le fait de soutenir le projet, ça soit un acte d'édition à part entière. On voulait aussi éviter l'effet pétition ou liste de soutien où, voilà, où tout le monde peut signer. Voilà. Donc là, il y a 128 coéditeuristes qui portent le livre dans leur catalogue, sur leurs réseaux sociaux, via leur réseau de journalistes. Et voilà, donc là, il y a parmi nous aussi Cindy van der Meulen des éditions La Courgette, basée à Liège. Et donc là, par exemple, Bonjour. bonjour. Bah, peut-être après, tu pourras nous parler un peu de comment tu as porté le livre en Belgique et à Liège. Mais du coup, ce principe de coédition fait que toi, t'as pu porter le livre depuis ta position d'éditrice liégeoise, ce qui est en fait assez fort, Oui, enfin, je sais pas si c'est maintenant que je dois intervenir. comme tu veux. Je peux aussi. Et moi, j'ai été vraiment... voilà, pour moi, je trouve que j'ai eu une première expérience de coédition et je trouvais ça super. C'est pour ça que je me suis engagée dans la coédition ici. Et ça permet évidemment, du coup, d'avoir un ancrage local et des gens viennent me trouver en me disant, mais enfin, on n'était pas du tout au courant de ce genre d'initiative. Et il va y avoir d'ailleurs des événements qui vont avoir lieu à Liège au mois de novembre, à Bruxelles aussi. Et donc, c'est vrai que ça permet d'essaimer. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cette idée de petites fourmis, vraiment chacun un peu partout. Et puis finalement, ça fait quelque chose dont les gens prennent conscience. Et ce week-end, on était au Poetic Bazar à Bruxelles. Et on s'est retrouvés avec quand même, oh, je crois qu'il y avait bien 5, 6 tables dans le Poetic Bazar où il y avait des bouquins débordés, Bolloré. Et alors les gens disaient, ah, mais je l'ai déjà vu ça sur un autre stand. Et comment ça se fait? Et donc, ah ben, voilà, c'est une coédition. Ah, mais on n'était pas du tout au courant. Les gens ne savent pas. Les clients, les gens qui achètent des livres ne savent pas, en fait, c'est quoi le monde de l'édition et comment ça se passe. Et donc, c'était hyper intéressant de pouvoir expliquer en disant, ben voilà, on a fait une coédition avec un tel, avec celle-là, avec ce stand-là, etc. Et non, c'est vraiment, je pense que c'était une initiative. Une super initiative de mettre ça en place. Moi, je suis ravie d'avoir rejoint. Ça fait vraiment sens. Pour moi, en tant que éditrice à taille humaine, malgré, je vais dire, ma petite taille, ça faisait vraiment sens de rejoindre la coédition. Merci Théo. Ouais, je t'en prie. Et il y a aussi eu, donc, sur cette question de la coédition, euh, euh, on va dire transnationale, entre guillemets, il y a aussi eu il y a eu trois maisons d'édition québécoises qui coéditent le livre et qui ont fait une version du recueil. En fait, c'était trop compliqué de l'envoyer au Québec. Du coup, ils et elles ont édité une version du recueil. Enfin, ils ont imprimé sur place au Québec une version du recueil. Donc là, ça a permis un peu un essaimage comme ça. Après, ce qu'on regrette, c'est peut-être de pas avoir plus travaillé sur la question de la coédition transnationale, de pas avoir plus ouvert à une forme de francophonie élargie. C'est peut-être des choses qu'on aurait pu... Enfin, voilà, en tout cas, moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je regrette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément il y a énormément de communautés. Enfin, l'édition indépendante est composée de plein de communautés. Et en fait, les premiers éditeurs et éditrices qui ont formé le collectif ont fait jouer leur communauté proche. Et en fait, c'est compliqué d'arriver à être de partout, quoi. Du coup, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant et qui probablement auraient aimé nous rejoindre, mais voilà. Euh, donc, tout à l'heure, je parlais de l'architecture de travail qui nous a permis d'être relativement opérationnel. Je vous ai partagé un PDF. En fait, j'arrivais pas à partager mon écran. Du coup, dans le chat, je vous ai envoyé un fichier PDF. En fait, c'est un peu l'organigramme du collectif.
Donc des bordées Bolloré, il y avait un peu une sorte de pôle un peu qui faisait la coordination. Donc la coordination, bah, c'est vraiment tenir au courant tout le monde, planifier les AG, faire passer les informations, voilà. Après, il y a eu différents comités de travail, donc en fait, qui sont un peu propres à chaque maillon un peu de la chaîne éditoriale. Donc le comité distribution, relecture, édition, fabrication. D'ailleurs, Arnaud, bah, peut-être tout à l'heure, tu pourras revenir sur le comité de fabrication parce que tu l'incarnes à toi tout seul. Le comité presse, communication, mise en forme et administration système. Donc c'est assez classique jusqu'à là. Dans chaque comité, il y avait entre une personne et 6 personnes qui travaillaient dans le comité. Super, merci. Donc entre une et 6 personnes. Euh, En fait, dès le début, on a dit aux gens, affiliez-vous dans les comités que vous souhaitez en fonction de vos compétences et savoir-faire. Du coup, en fait, il y a il y a à peu près 5 6 relecteurs et relectrices issus de maisons d'édition variées qui ont rejoint le comité relecture et qui ont dit, bah voilà, envoyez-nous les textes quand vous voulez qu'on les relise. Il y a dans le comité mise en forme, il y a un typographe qui a dessiné les 2 typos du livre, des maquettistes qui ont travaillé, voilà. Donc l'idée c'était que de mettre en commun nos compétences, mettre en commun nos savoir-faire. Chaque comité pouvait travailler avec une relative autonomie, c'est-à-dire qu'en fait le comité communication prenait les décisions qu'il souhaitait bien, le comité mise en forme décidait de lui-même de toutes les questions de mise en forme, et à peu près tous les mois, on faisait une sorte de réunion plénière dans laquelle chaque comité restituait un peu les décisions qui avaient été prises. Et en fait, de travailler comme ça, dans une forme d'horizontalité entre les comités, avec une autonomie pour les comités, ça nous a permis d'avancer relativement vite, quoi, et d'arriver en quelques mois à produire le recueil, produire la plateforme de publication multiformat sur lequel je vais revenir tout de suite. Voilà, est-ce que vous avez des questions là déjà sur un peu l'organisation du travail? Euh, et aussi, oui, Oui, j'ai une ouais. question, ouais. Je me demandais s'il y avait d'autres professions du livre que enfin, édition et on va dire corps associé, correctrice, enfin, imprimeur, etc. Genre, je sais pas, bibliothèque, qui avait été mis dans la boucle. Non, non, parce qu'à un moment, on était un peu en contact avec une personne qui vendait des logiciels pour les bibliothèques, mais ça n'a pas abouti. En fait, ça s'est fait très rapidement aussi, dans une certaine forme d'efficacité. Et du coup, c'est vrai on a manqué d'élargir le champ, ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait pu être davantage en contact avec plus Comme de tu corps de disais, métier. enfin, il y a aussi, on pourrait toujours faire plus et mieux, mais Ouais. enfin, c'est déjà un premier pas, quoi. Ouais. Merci. Ouais, je t'en prie. Quelque chose qui est important que j'ai pas précisé, c'est la question du financement. Les frais, ils ont été avancés par une des maisons d'édition qui coéditait le recueil. Et en fait, on a demandé à chaque coéditeurice d'acheter minimum 10 exemplaires du recueil, ce qui permettait en fait de précommander une partie du recueil et aussi d'augmenter le tirage et donc de faire réduire les coûts de production par exemplaire. Donc voilà, ce qui était aussi important, bah, c'était d'être dans une forme d'autofinancement, parce qu'on est beaucoup à penser qu'il faut trouver d'autres manières, enfin il faut trouver des manières pour financer nos livres qui ne dépendent pas que des financements publics, parce qu'il y en a de moins en moins, enfin il y en a déjà pas beaucoup, il y en aura de moins en moins, et les fondations privées, bon enfin les financements privés c'est un autre débat, mais voilà, pour les questions un peu économiques liées au projet. Et sur la question du multiformat, la particularité aussi de ce recueil, donc, c'est qu'il est disponible dans sa version brochée, voilà, que vous avez bah, sûrement vu et tout, mais il existe aussi dans une version EPUB qui peut être téléchargée sur le site web. Il existe dans une version et les textes existent en version web et responsive, donc vous pouvez très facilement consulter l'ensemble des contributions sur le site web. Et les textes existent aussi en version A4, PDF et A5
directement imposés en livret. Donc en fait, l'idée c'était qu'aussi ça soit très facile de télécharger et imprimer les contenus du livre pour les imprimer chez soi, les faire circuler dans des contextes scolaires et pédagogiques ou militants ou tout simplement privés chez soi. L'idée du multiformat, bah, du coup, c'était donc de faciliter le libre accès et la libre diffusion des contenus afin que bah, les textes circulent le plus largement possible, quelles que soient les conditions matérielles, économiques et géographiques. J'ai l'impression que dans le cadre de l'alliance dans lequel on est, cette question de la localisation, elle est particulièrement importante. C'est aussi une manière d'améliorer l'accessibilité des contenus en distribuant pas seulement des livres imprimés, des PDF, mais aussi des contenus au format web pour permettre aux personnes euh, empêchées de lire ou dyslexiques d'avoir accès au texte. Là, on aimerait bien travailler sur une nouvelle version du site web où on peut régler le corps, changer la typo pour utiliser des typos plus adaptés aux personnes dyslexiques notamment. Et enfin, l'un des troisièmes points assez importants, le fait de faire un site web et de ne pas limiter la circulation des textes à la version brochée, c'était aussi une manière de permettre, après le départ en impression du recueil, de permettre d'éventuels prolongements au projet. Donc, par exemple, des traductions ou l'écriture de nouvelles contributions ou l'écriture d'un second recueil, par exemple. Voilà. Le web permet cette malléabilité. Voilà pour un peu les questions un peu pratiques liées à la production du recueil. Oui, le sommaire, comment il s'est construit? Il s'est construit de manière très organique et spontanée, c'est-à-dire qu'on a les premières personnes dans le comité édition qui ont travaillé sur le projet ont contacté un peu les autres personnes autour d'elles qui pouvaient potentiellement produire une contribution. Donc voilà, ça s'est fait de manière très spontanée parce qu'en fait, je le répète, il y avait on a travaillé dans l'urgence quand même pendant tout l'hiver et du coup, on pouvait pas se permettre d'attendre des contributions ou de construire un sommaire sur une durée plus longue. Voilà. Peut-être peut-être pour conclure un peu en fait, outre le livre, outre le public qu'on touche et les lecteurs et lectrices qu'on arrive à convaincre, enfin qu'on sensibilise à la question de la concentration éditoriale, vraiment ce qui est sous-jacent au projet, c'est la volonté pour beaucoup d'éditeurs, enfin en tout cas là du coup pour 128 éditeurs et éditrices, c'est la volonté de travailler ensemble, de créer du réseau, de créer du lien, de trouver d'autres manières pour échanger entre nous, pour produire des objets éditoriaux. Et là, les questions maintenant qu'on se pose, c'est comment continuer de faire jouer ce réseau de quasiment 130 éditeurs éditrices. On a été aussi en contact avec 3 ateliers d'impression, avec beaucoup de librairies, beaucoup de journalistes. Donc voilà, comment en fait continuer de construire sur cette base un peu collective, sur ce maillage un peu qui s'est mis en place autour du recueil. Voilà, c'est un peu ça les enjeux. Il y a aussi quand même, on a quand même généré quasiment 10 000 € de trésorerie en vendant le livre. Donc en fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de cette trésorerie? Est-ce qu'on réfléchit à faire un nouveau recueil? Est-ce que cette trésorerie est réinjectée dans d'autres projets similaires ou elle est réinjectée directement dans la campagne des armées Bolloré? Voilà, en fait, ce recueil a permis quand même a permis la possibilité de pistes et a montré à beaucoup de gens que c'était possible, je crois, de faire des choses ensemble, avec un peu de coordination et un peu de temps, quoi. Voilà. Est-ce est-ce que vous avez l'impression que c'est complémentaire avec afin de alors je lis, pardon, je lis la question.
Pour répondre, mais peut-être que Arnaud et Zoé voudraient répondre à la question aussi, mais en tout cas, pour moi, oui, il y a une forme de complémentarité avec les autres actions syndicales qui existent dans le secteur du livre, dans la mesure où nous, on n'a pas pensé ça du point de vue syndical. Il y a évidemment une forme de complémentarité, ouais. Ouais. En tout cas, il y a des éditeurs qui appartiennent à la FEDEI ou à d'autres, j'imagine, fédérations régionales et qui participent au projet. Oui, alors je ne sais pas si mon son va marcher, mais vous m'entendez? Oui, 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 ok, super. C'est pour ça que j'avais posé dans le chat, c'est parce que c'est vrai que enfin, moi je suis libraire et je vois que enfin, souvent c'est ce que vous dites aussi, c'est enfin, en tant que professionnel du livre, on a conscience en fait de plus ou moins déjà ce qui existe et encore c'est pas toujours très visible. Mais de l'extérieur, ça paraît, enfin, pour les lecteurs et les lectrices, euh, parfois compliqué de s'y retrouver. Et c'est une question que je me pose souvent, en fait, de quelle manière on arrive aussi à rendre cohérentes, pardon, toutes ces luttes, toutes ces initiatives dans un réseau qui a aussi d'éditions indépendantes, qui a aussi des manières de faire et de produire très différentes et de quelle manière justement on arrive à se mobiliser de manière la plus collective possible pour faire en fait poids face à ce que vous énoncez. Enfin, moi, vraiment, c'est pour ça que à la fois, je trouve ça génial en fait qu'il y ait ces initiatives qui coexistent et en même temps, je me pose toujours cette question de comment on arrive à vraiment se structurer assez fortement pour faire ce poids-là, quoi. Bon, c'est une question que c'est pas vraiment une question, hein, c'est plutôt une interrogation générale. Donc, je sais que c'est voilà, moi aussi, je vois à quel point c'est compliqué. Donc, mais voilà. ben, si. Euh, c'est vrai que parfois, c'est des opérations qui paraissent un peu vaines, en tout cas par rapport à la force de la réaction qui nous submerge. Mais en tout cas, elle permet à un moment donné de dire qu'on peut s'organiser ensemble et faire quelque chose. Alors que souvent, enfin, en tout cas en tant qu'éditeur indépendant ou même en librairie aussi, on a l'impression d'être seul et de pas avoir le temps de prendre du recul pour faire face à l'abondance de la production, pour parler de choses quotidiennes. Voilà, moi j'ai l'impression que ce livre, à un moment, il a permis, grâce à une initiative de quelques personnes, de rassembler des gens, et c'est quand même pas tous les jours que ça nous arrive dans le métier du livre, quoi. Hmm. Donc déjà ça, c'est- ça Est-ce veut que peut-être tu... dire qu'on peut recommencer pour d'autres choses, mais Et pour rebondir à ce que tu dis, Mathilde, par rapport à le manque d'informations, enfin, ou le fait en tout cas que les lecteurs n'ont pas forcément conscience ni de comment fonctionne le milieu de l'édition, que ce soit les grands groupes ou l'édition indépendante, qu'est-ce que c'est la chaîne du livre, c'est quoi la logique de diffusion, de distribution, des retours, la surproduction, enfin tout. Ça, c'est une vraie. Je trouve que c'est une problématique dont c'est pas mal emparé le livre, dont on a réussi à pas mal s'emparer ou peut-être à prendre conscience et à se dire il faut qu'on en prenne plus conscience et qu'on en fasse quelque chose sur le devoir. En tout cas, peut-être on avait en tant qu'éditeur indépendant aussi de visibiliser davantage la réalité de nos métiers. Enfin, je crois qu'il y a une demande aussi ou une volonté de savoir et d'informer. Et il y a toute une partie du livre qui revient sur ça, que ce soit qu'est-ce que la chaîne du livre, comment ça fonctionne, la concentration éditoriale et la réalité des métiers indépendants. C'était ça aussi l'idée du livre, c'était de faire voir cette réalité-là pour qu'on en parle et pour la rendre visible. Je crois que c'est un grand enjeu de l'édition indépendante Hmm. que de communiquer sur ça et de, ouais, c'est ça, d'informer, sensibiliser, visibiliser. Et à ce propos, les libraires nous avaient dit, enfin les quelques libraires, enfin les libraires avec qui on était en contact au début du projet nous avaient dit que ça serait bien de nous créer des supports pour justement transmettre
facilement et rapidement sur toutes ces questions à notre public. Parce qu'en fait, voilà, bon, finalement, on l'a pas fait, mais au début, il était question peut-être d'arriver à produire des affiches un peu didactiques sur la question de la concentration éditoriale pour qu'en fait les libraires puissent facilement la mettre derrière leur caisse et expliquer, voilà. Mais bon, finalement, on l'a pas fait, mais du coup, il y a aussi une demande ouais, sur cette question-là, il y a une demande aussi de la part des libraires. Arnaud, tu veux continuer? S'il n'y a pas plus de questions? Ah, oui. Oui, Si, bonjour. Moi, j'avais une question. Merci pour ce très, très beau projet. Et, Zoé, toutes mes excuses parce que tu m'avais contacté. J'ai jamais eu la possibilité de te répondre parce que j'étais vraiment sous l'eau. Alors, c'est un projet, moi, qui me parle beaucoup parce que je suis totalement d'accord sur la nécessité de faire connaître comment un peu les arrière-cuisines de nos métiers. Moi, je suis éditrice à Casablanca. Je suis au Maroc. Et je me demandais aussi, étant donné mes très modestes moyens, comment m'engager aussi dans ce projet. C'est pour ça que j'ai réfléchi longtemps en me disant, mais qu'est-ce que je peux répondre? En fait, spontanément, ce que moi j'aurais eu envie de proposer, après, j'ai pas eu le temps de le faire, et aussi, j'avais deux blocages. Déjà, ce que j'aurais aimé proposer, j'ai pas eu le temps de le faire, ça aurait été de parler de la Librairie nationale, qui est la filiale à 100% du groupe Hachette Livre au Maroc, et qui, sous couvert en fait de ses activités principalement dans le scolaire, est de fait un des principaux importateurs de livres francophones au Maroc, et qui utilise l'argument de tout l'aspect promotionnel lié aux livres scolaires pour appliquer des tabelles, c'est-à-dire des taux de conversion de l'euro au dirham, qui majorent le prix entre 18 et 30%. Ils ne sont pas les seuls. Il y a deux autres grosses structures, mais puisqu'il s'agit de déborder Bolloré, je m'arrête sur cette structure-là. Donc nous, on a un enjeu de faire appliquer notre droit sur voilà, les mécanismes de régulation de libre concurrence et des lois anti-monopole, pour faire respecter quand même l'intérêt des consommateurs, parce que vous vous doutez bien que des livres, déjà, quand ils arrivent à un prix en euros, et c'est alors les petites subtilités de l'importation, on est censé importer hors taxe. Mais les grosses structures ajoutent parfois jusqu'à 5% sous couvert de suivi des commandes, etc. Donc c'est presque le prix de la TVA, d'une part. Et d'autre part, quand vous appliquez une clé de conversion qui est la tabelle, et que mécaniquement ça fait monter le prix entre 18 et 30%, un poche à 10 euros, il se vend à 130 dirhams, sachant que le pouvoir d'achat au Maroc est beaucoup plus bas qu'en France, que le SMIC est à environ 300 euros. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est. Et or, l'importation de livres français est essentielle quand même à la richesse des librairies au Maroc, mais ça a une conséquence, c'est que ça tue l'écosystème, parce que des prix comme ça, personne ne... Enfin, du coup, ça encourage le piraté ou l'anglais, parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter les livres. Donc voilà un peu le rôle du groupe Bolloré au Maroc. La deuxième chose que j'aurais aimé vous dire, c'est que moi, quand je fais un livre, je suis obligée de penser à quel lectorat, étant donné qu'on est dans une économie vraiment très fragilisée par l'inflation. Même si je fais des livres en m'arrangeant pour qu'ils soient à un prix accessible, il faut aussi que je puisse leur trouver leur public. Et il m'a semblé que c'était une question qui était peut-être pas prioritaire pour le lectorat marocain, malgré l'importance de cette question que nous, on soulève en tant que professionnel, mais par rapport au grand public,
ça m'a semblé peut-être un petit peu loin, où je me demandais à qui je pourrais à qui faire lire ce livre. Parce que je pense on a aussi des lecteurs qui sont malheureusement très consommateurs et très passifs en tant que consommateurs, et que ce travail de sensibilisation et de mobilisation, il prend du temps, et peut-être que moi, dans mon contexte, cette mobilisation est prioritaire sur des sujets peut-être plus d'actualité, plus brûlantes, plus concernant plus de monde, comme les droits des femmes, les droits des enfants, la question de l'environnement. Enfin, il me semble que dans mon contexte, ces sujets seraient peut-être auraient plus de chances de trouver une large audience. Et enfin, ce qui m'a frappé en vous écoutant parler et décrire les mécanismes, merci Zoé de la clarté avec laquelle tu as fait cette présentation, de montrer les stratégies de grignotage de pourcentage pour s'imposer, se rendre incontournable, acquérir des majorités, c'est que tout ça, c'est légal. Donc, à quel moment aussi notre rôle en tant qu'éditeur mobilisé sur ces questions, c'est pas de porter ce plaidoyer sur le domaine du droit pour que on ait aussi une chance de faire évoluer le droit pour prendre en considération voilà les situations auxquelles on est déjà arrivé en raison de voilà des trous dans le filet. Merci de votre attention. Pour une contribution, justement, avec le site en ligne, il n'est pas trop tard il est toujours temps de rejoindre le projet. Il n'est pas terminé. C'est ce qu'expliquait Théo, l'avantage d'avoir développé ce site, c'est de pouvoir continuer à engranger des contributions, des points de vue, et puis d'autant plus de points de vue transnationaux. Nous, ça nous intéresse Mm. de pouvoir. Voilà. Voilà. Et pour compléter ce que dit Arnaud, en fait, là, il y a un peu une zone de flou depuis ce printemps sur quelles conditions on donne à ces nouvelles contributions, comment on les accompagne, tout ça. Donc là, immédiatement, c'est un peu compliqué de répondre, mais en tout cas, a priori, cour- euh, courant octobre, on va faire une AG avec tous les coéditeuristes qui le souhaitent pour, euh, pour définir quel cadre on donne à d'éventuelles suites. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on pourra revenir vers vous avec davantage de précision. Voilà. Mais en tout cas, en tout cas, je rejoins ce que dit Arnaud. Ça semble ça pourrait être hyper intéressant et riche pour le projet d'avoir une contribution sur le rôle du groupe Bolloré au Maroc, quoi. Mm. Carrément. En tout cas, ça me fait plaisir de t'entendre, Kenza, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger plus amplement sur cette question-là et de voir comment ça peut se concrétiser, prendre quelle forme ça peut prendre. Et peut-être maintenant, Arnaud, tu veux prendre la OK. parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Arnaud des éditions Lagrange Batelière. J'ai eu la chance de participer assez tôt au projet, et notamment dans la commission fabrication, entre autres, et également comme contributeur. J'en parlerai un peu après. Pour revenir, à ce projet en essayant de ne pas dire les mêmes choses, moi, ce qui m'a paru important, c'était de faire dialoguer les acteurs de la chaîne du livre sur un même projet, donc de la librairie, des historiens, des éditrices, des éditoristes, des auteurs, des autrices qui ont pu s'exprimer, et surtout on a pu travailler ensemble, alors que
j'ai l'impression que c'est un métier qui, en tout cas la chaîne de livres, on la présente toujours comme une grande agglomération collective de solidarité. Or, quand on travaille dedans, on s'aperçoit très vite que ce n'est pas le cas. Et ce projet, il a vraiment, voilà, moi je trouve qu'il est réussi et par les contributions qu'il y a dedans, mais aussi par la manière dont il a été fait. Et ça, c'est vraiment important pour l'avenir de l'édition indépendante, à mon avis. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc, à la commission fabrication, on a travaillé en collaboration avec l'équipe de la mise en forme, les graphistes. Et là, je passe un petit bonjour à Autolux qui a vraiment travaillé pour créer les polices, pour créer cet objet très original. Et nous, à la fabrication, on a été un peu... on a essayé de rendre possible les attentes des graphistes, un petit peu finalement comme souvent dans l'édition. Et donc, la première chose, ça a été de faire des devis à l'imprimeur, d'essayer de trouver les papiers spécifiques. Le papier de couverture, ça nous a demandé voilà, un petit peu de recherche, mais tout ça, ça a participé un petit peu à la cohésion et au plaisir de travailler ensemble. Et c'est un projet et c'est vrai que la question des commissions, c'était important parce que, leur autonomie était importante parce que ça nous a permis d'évoluer en fonction de l'évolution du projet. Comme tous les projets, on a eu des déconvenues techniques, des choses imprévues. L'augmentation du tirage, ça, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, mais ça nous a obligés dans un premier temps, à revoir notre processus de fabrication. Pour dire les choses concrètement, au départ, on voulait faire un livre avec un cahier cousu, avec une production très, très, très traditionnelle, pour ensuite, vu l'augmentation du tirage, passer sur des processus plus industriels, entre guillemets. Mais les conséquences de ça a été aussi de revoir en partie le format du livre, de retravailler sur des choses graphiques. Donc ça a été aussi vraiment un travail de longue haleine pour toutes les commissions, je pense. Parce que c'est vrai que, juste pour revenir sur la commission relecture, par exemple, où les contributions arrivent en cascade, il fallait vraiment donner de son temps à des moments, pendant quasiment 6 mois, tout le monde a accordé beaucoup de temps, j'imagine, sur son temps professionnel à ce projet. Et ça, c'est important et moi, j'en garde un souvenir ému presque. Qu'est-ce que je pourrais... Voilà, si vous avez des questions sur la fabrication du livre, je pourrais vous en donner, mais après, c'est somme toute un livre Je dirais que ce qui donne vraiment la beauté de ce livre, c'est son aspect graphique. Voilà. Et nous, après, on a essayé de mettre ça en forme. Concernant la contribution qu'on a écrite avec ma compagne, il s'agit de parler de l'imprimerie, parce que j'avais l'impression que l'imprimerie et plein de métiers connexes à l'édition, plein de métiers industriels étaient souvent en dehors des grandes interrogations du temps et des transformations. Et quand on nous a parlé de ce projet, je me suis dit au départ je me suis dit que j'aimerais bien écrire un article sur ces changements et notamment les changements. Dans l'imprimerie, il y a une concentration, ça on pourra l'évoquer, mais il y a surtout l'apport des nouvelles technologies. Et à mon sens, j'avais vraiment envie de réfléchir sur les contradictions entre ces nouvelles technologies et la destruction d'un bastion de résistance. Pour être plus clair, en fait, l'imprimerie, ça a été jusque dans les années 70 un lieu, c'était la CGT du livre, mais la branche communiste libertaire. Donc il y avait vraiment, ils s'étaient battus pour
pour des acquis sociaux que peu d'endroits avaient dans l'industrie. Et à contraire, et l'arrivée des nouvelles technologies a détruit en partie ces métiers, mais en même temps a permis à plein de personnes d'avoir accès à la fabrication de livres. Et ça m'intéressait de réfléchir à cette contradiction. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Donc, dans un premier temps, l'article, c'est pour ça que l'article s'appelle L'odeur de l'encre, l'imprimerie, mirage des techniques, réalité des concentrations. L'odeur de l'encre, c'était pour la. J'avais l'impression que c'était le côté ironique où souvent on essaye de sentir l'odeur de l'encre dans les livres, sans savoir un petit peu toutes les réalités sociales que cache cette fabrication. Dans un premier temps, dans l'article, on a réfléchi, on a parlé évidemment d'Hachette et de l'imprimerie et de son rôle, de concentration, et notamment avec l'arrivée du livre de poche. Au départ, tout au début avec le livre scolaire, mais vraiment plus récemment avec le livre de poche. Et la technique d'Hachette au départ, jusqu'aux années 80, fin des années 80, c'était de prendre pied et d'investir dans les imprimeries pour qu'elles, voilà, pour avoir des imprimeries dédiées, et notamment le livre de poche qui appartient à Hachette avait ses imprimeries dédiées. Et rapidement, à partir des années 80, fin des années 90, le groupe s'est rendu compte qu'il avait intérêt à se désengager des imprimeries pour ne plus mais pour garder la main mise dessus, ils ont mis en place des appels d'offres qui garantissaient à l'imprimerie un chiffre d'affaires colossal, mais en contrepartie, empêchaient gravement à cette imprimerie de développer une clientèle externe. Donc l'imprimerie n'appartenait plus à Hachette, mais devenait son vassal économique. Ces appels d'offres, ils sont à peu près renouvelables tous les 3 ans. Et donc, tous les 3 ans, Hachette change d'imprimeur ou de groupe d'imprimeurs en allant au plus offrant. Et l'imprimeur qui avait travaillé le grand d'imprimerie qui avait travaillé pendant 3 ans avec Hachette se retrouve souvent dans une situation très difficile parce que pendant 3 ans, il a engrangé certes beaucoup de chiffre d'affaires, mais souvent à perte. Et avait mis de côté le développement d'une clientèle parallèle. Voilà, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais raconter. Donc ça, c'est un peu la réalité d'Hachette dans l'imprimerie actuellement. Et d'autre part, pour essayer de développer... Et donc, dans la deuxième partie, on a essayé de développer un peu les contradictions, justement, entre ces nouvelles technologies. Donc, pour parler concrètement, au départ, ça a été l'arrivée des ordinateurs et des outils de PAO qui ont fait disparaître tout ce qui était la composition. Tous les autres logiciels de PAO, comme le bien nommé Photoshop, qui ont détruit beaucoup d'ateliers de ce qu'on appelait de photogravure, c'est-à-dire du travail d'image. Les techniques d'impression, maintenant, qui se ressemblent énormément à des grosses imprimantes, même les rotatives jet d'encre, font appel à beaucoup moins de personnel, un personnel moins qualifié, donc moins qualifié et en parallèle moins syndiqué. Donc, voilà. C'est vraiment l'interrogation de la deuxième partie de cet article, il est vraiment de se dire, certes, beaucoup d'éditeurs indépendants ou de petites structures artisanales d'édition ont accès maintenant à l'imprimerie et peuvent faire des livres, mais en parallèle, cette possibilité, elle a des conséquences, c'est que le métier de l'imprimerie, elle est en train d'être bouleversé. Et voilà, c'était un petit peu
l'interrogation industrielle que je voulais partager avec ce recueil. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas très à l'aise à l'oral, donc je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Voilà. Bah, merci. Merci Arnaud et merci à toutes et à tous qui avaient suivi l'intervention, les échanges. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, volonté de prendre la parole. Sinon, je pense on peut se quitter sur ces derniers mots. C'était un plaisir d'avoir la possibilité de présenter le projet. Merci beaucoup, Camille et Laurence, pour l'invitation et au plaisir. Et bonne continuation de Babelika. Ça dure toute la journée et encore demain. Et le programme est très riche. Et il y a plein de choses à faire, à voir, à lire, à entendre sur les pratiques aussi éditoriales indépendantes internationales. Je trouve ça passionnant. Donc voilà, merci et Merci. Merci bonne à vous. journée. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoé et Théo.